Un extraterrestre surveillant la Terre aurait pu croire que c'était l'une des nations les plus importantes. À l'approche des élections hongroises dimanche, la couverture des médias traditionnels était massive, rivalisée seulement par l'intérêt sur les réseaux sociaux comme X. Les médias n'étaient même pas les seuls à se focaliser sur ce scrutin. Le vice-président américain J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio se sont tous deux rendus en Hongrie pour faire campagne en faveur du Premier ministre sortant Viktor Orban, suivant ainsi la voie tracée par les dirigeants des partis populistes en France et en Allemagne. Donald Trump a appelé lors d'un rassemblement du parti Fidesz pour demander aux Hongrois de soutenir Orban. De manière plus discrète, plusieurs rapports ont fait état de tentatives d'ingérence électorale de la part de la Russie, le Kremlin ayant essayé d'influencer le vote en faveur d'Orban. Étant donné que la Hongrie est un petit pays pauvre de seulement 10 millions d'habitants, cette attention démesurée semblait parfois assez absurde, comme si le monde entier s'agitait à propos de la politique intérieure du Paraguay. Pourtant, la supposition de cet extraterrestre était correcte. Malgré sa taille et une économie modeste, les récents événements ont fait de Budapest l'une des capitales majeures de l'Alliance occidentale. La raison est assez simple. La Hongrie appartient à l'OTAN et à l'Union européenne, où chaque membre peut opposer son veto aux décisions importantes. Alors que la plupart n'utilisent de ce pouvoir que rarement, Budapest sous Orban considère son veto comme une arme, bloquant des décisions majeures et plongeant souvent l'Europe dans la crise. En ce qui concerne l'OTAN, cela a notamment inclus le blocage par la Hongrie de la candidature de la Suède pendant près de 2 ans, mais l'utilisation du veto par Orban au sein de l'Union européenne a eu un impact bien plus important. Là-bas, Budapest a contribué à créer des exemptions de sanctions pour les membres du régime de Vladimir Poutine, à retarder des prêts vitaux à l'Ukraine et à transformer chaque sommet en un bras de fer apocalyptique. Dire que cela est son frustrant pour les Européens serait un euphémisme. La Hongrie est un bénéficiaire net du bloc, ce qui signifie que le régime d'Orban a été maintenu à flot grâce à l'argent provenant des contribuables des pays plus riches. Ce cher Budapest menait alors des campagnes féroces contre les valeurs européennes tout en essayant de saper le bloc de l'intérieur. Ce qui irritait les dirigeants européens était une menace existentielle pour l'Ukraine. Les États-Unis ne fournissant plus d'aide directe, mais autorisant des pays partenaires à acheter du matériel américain et à l'offrir à Kiev, l'Ukraine dépend désormais de l'Europe pour poursuivre sa lutte contre l'invasion russe. Alors, lorsque Orban a récemment opposé son veto à un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev, que à Budapest avait déjà accepté, et B, qui était spécifiquement conçu pour qu'aucun centime hongrois n'y soit inclus, eh bien, disons simplement que les enjeux étaient vraiment élevés. Si élevés qu'ils risquaient de faire s'effondrer l'effort de guerre ukrainien. En somme, la Hongrie a su jouer un rôle international dépassant largement ce que sa taille et sa richesse laissaient prévoir. Et cela n'inclut même pas les efforts qu'Orban avait déployés pour se placer au centre d'un mouvement conservateur populiste international, un mouvement qui attirait des partisans du monde entier, de Milei en Argentine à Andrej Babiš ici en République tchèque, et bien sûr au Parti républicain sous Donald Trump. Cela rend la situation ironique car l'élection de dimanche s'est jouée presque uniquement sur des questions intérieures. Péter Magyar a remporté la victoire en se concentrant sur l'inflation persistante, l'infrastructure dégradée et en critiquant vivement la corruption d'Orban, plutôt qu'en axant sa campagne sur l'Ukraine, l'Europe ou l'OTAN. Le résultat a été une supermajorité parlementaire prévue de 138 sièges pour son parti, le plus grand raz-de-marée pour un homme politique hongrois depuis la première grande victoire d'Orban en 2010. Pourtant, même si les électeurs ne pensaient mais à rien d'autre qu'aux prix élevés et aux bas salaires, le fait demeure que ce résultat se fera sentir dans tout l'Occident. Comme ceci est Warfront et non des fronts politiques, fidèles au nom de la chaîne, nous allons utiliser cela pour explorer les impacts sur la guerre en Ukraine, l'un des plus grands conflits du monde. Maintenant, si vous avez suivi de près cette élection, vous savez peut-être déjà que le vainqueur, Péter Magyar, n'est pas vraiment le genre de gars à se couronner de tournesol, à s'enrouler dans le drapeau ukrainien, à lever le poing et à crier « Slava Ukraine ». Ancien membre influent du parti Fidesz d'Orban, Magyar a été assez clair sur le fait qu'il ne soutient pas l'envoi d'armes à l'Ukraine, n'est pas enthousiaste à l'idée que ce pays rejoigne l'UE et a critiqué Zelensky pour ses attaques verbales contre Orban. Vous pourriez demander pourquoi nous prévoyons une nette amélioration pour Kiev. La première raison, c'est l'Europe. La vision de Magyar pour la Hongrie semble être celle d'un pays qui siège au cœur de l'UE, travaillant en coopération avec ses voisins, plutôt que de rester en retrait et de brandir le poing comme un méchant de pantomime. Pour l'essentiel, cela consistera à rétablir l'état de droit et à éliminer la corruption de l'ère Orban. Mais cela signifiera aussi lever le veto de Budapest sur ce prêt de 90 milliards à Kiev, une décision que la Commission européenne a liée au déblocage de milliards d'euros de fonds pour la Hongrie.
Étant donné que Magyar a promis aux électeurs de rétablir des relations normales avec l'Europe, laisser le prêt suivre son cours semble presque acquis, et c'est vital car les caisses de l'Ukraine seront bientôt vides sans cela. Maintenant, cela ne veut pas dire que Kiev aurait fait faillite si Fidesz avait tout gagné. Les dirigeants européens ont discrètement indiqué préparer des plans de secours en cas de retour d'Orban au pouvoir. Mais la victoire de Magyar a levé un obstacle majeur au financement futur de l'Ukraine, et elle a mis fin à la menace hongroise de veto sur les sanctions contre la Russie, des sanctions que les 27 nations européennes doivent renouveler à l'unanimité tous les 6 mois. Cela réduira aussi la menace d'autres capitales européennes de léser Kiev. Parmi les dirigeants actuels de l'UE, il y en a 2 autres qui appartiennent au camp d'Orban concernant l'Ukraine, Andrej Babiš en République tchèque et Robert Fico en Slovaquie. Des 2, Babiš a toujours été le moins inquiétant. Sa rhétorique anti-Ukraine n'a jamais été très virulente. Il semble surtout viser des concessions, comme garantir qu'aucun fonds public tchèque ne serve aux prêts de 90 milliards d'euros. Slovaque Fico, cependant, est une toute autre histoire. Les sondages révèlent qu'un très grand nombre d'électeurs de son parti soutiennent la Russie et désapprouvent l'Ukraine. De plus, le Premier ministre slovaque menaçait de bloquer les initiatives européennes, même si Orban perdait. L'ampleur de la défaite d'Orban rend cela beaucoup moins probable. Malgré toute sa fanfaronnade, Fico a l'habitude de finalement s'aligner avec le reste de l'UE lorsque le moment décisif arrive, et le rejet massif d'Orban par les électeurs pourrait bien lui trotter dans la tête, étant donné que les Slovaques doivent se rendre aux urnes l'année prochaine. Et puis il y a toujours l'article 7, l'option nucléaire qui permet à l'UE de suspendre les droits de vote d'un État membre. Un État membre ne peut pas opposer son veto à l'application de l'article 7 contre lui-même, mais les 26 autres nations doivent être unanimes. On supposait tacitement que la Slovaquie protégerait la Hongrie et inversement. La Hongrie semblant désormais évoluer normalement, l'article 7 menacera toute décision slovaque de veto à la politique étrangère de l'UE. Bien que tout cela soit excellent du point de vue ukrainien, c'est vraiment la deuxième raison qui nous rend si sûrs que la victoire de Magyar est une victoire pour Kiev, car le Kremlin vient de perdre sa marionnette la plus précieuse dans toute l'Europe. Si cela vous semble sévère, écoutez certaines histoires révélées durant cette campagne. Des histoires suggérant non seulement une complicité entre Budapest et Moscou, mais fournissant aussi des preuves concrètes et irréfutables. Des rapports indiquent que le ministre des Affaires étrangères hongrois aurait proposé de partager des documents internes de l'UE avec son homologue russe via l'ambassade à Moscou. Les dirigeants de l'UE se montraient donc prudents lors des réunions du Conseil européen, sachant que les Hongrois transmettaient tout à Moscou. Encore plus gênante fut la transcription divulguée d'un appel entre Orban et Poutine, où Orban disait « Dans toute affaire où je peux être utile, je suis à votre service ». C'était avant qu'il ne se compare à une souris aidant le lion russe. Cela ne signifie pas que Poutine dirigeait la politique étrangère hongroise depuis le Kremlin. Nous n'en sommes pas encore au point d'affirmer que le dirigeant hongrois était un agent double formé dans un laboratoire à Moscou. Mais cela montre un niveau de coordination choquant qui va au-delà du simple fait, pour Orban, de mener une politique étrangère indépendante, à l'image d'autres États de l'OTAN obstinés comme la France. Les rapports semblent plutôt indiquer que Budapest coopérait avec une nation considérée comme la principale menace par de nombreux pays de l'UE et de l'OTAN. Nous aborderons les conséquences en eau d'enfoi. Il suffit de dire qu'il est difficile d'imaginer que les dirigeants des pays baltes, par exemple, soient non prêts à oublier un tel niveau de trahison. Pour l'instant, l'essentiel est ça que Budapest, au fil de la guerre, est devenu quelque chose de plus proche d'un allié pour Moscou. Et maintenant, la victoire écrasante de Magyar a très probablement arraché cet allié. Pourtant, cela ne signifie pas que nous devrions immédiatement nous attendre à un impact direct sur le cours de la guerre. Un échec à accorder à Kiev le prêt de 90 milliards d'euros déjà convenu aurait été catastrophique, mais l'intention était toujours de contourner le veto hongrois si besoin. Le soutien hongrois à la Russie relevait plus de l'obstructionnisme et de l'affaiblissement interne de l'UE et de l'OTAN que d'une action pouvant faire échouer l'effort de guerre de Poutine sans lui. Mais ne vous y trompez pas, il y aura des conséquences à cela. Sous la menace du veto hongrois, l'Ukraine n'a pas pu établir de plan financier à long terme au cas où le pire se produirait. Cela ne devrait plus poser problème à l'avenir, et il est difficile de surestimer l'affaiblissement de la droite populiste pro-Poutine en Europe, dont le porte-étendard est désormais privé de tribunes et d'influence. Pour tous ceux qui soutiennent l'Ukraine dans sa guerre, ou simplement le concept d'une Europe unie, le passage d'Orban dans l'opposition a été un moment à savourer. Mais ce ne serait pas War France si on commençait sur une note positive, n'est-ce pas? Finissons donc avec un avertissement. La fin du gouvernement d'Orban marque la fin de 16 ans d'obstruction pour l'Europe. Mais les problèmes ayant permis ces manœuvres persistent.
L'OTAN et l'UE adoptent leurs décisions majeures par unanimité. En effet, cela donne un droit de veto à n'importe quel pays, aussi petit soit-il, qui voudrait détruire ses institutions de l'intérieur. Réfléchissez un instant à quel point toute cette histoire a été folle. L'Union européenne compte environ 450 millions d'habitants, dont moins de 10 millions vivent en Hongrie. Et pourtant, lorsqu'il s'est agi de la question existentielle du soutien à l'Ukraine face à la plus grande menace de l'Europe, tout le processus pouvait être bloqué par un seul homme. Un homme représentant un peu plus de 2% de la population européenne et à peine 1% de l'ensemble de l'économie de l'UE, qui pouvait utiliser son droit de veto pour prendre des décisions influençant la vie de centaines de millions de personnes. Des géants comme l'Allemagne, des puissances nucléaires comme la France, des leaders militaires émergents comme la Pologne, devaient oublier les intérêts de leur peuple et gaspiller temps et ressources pour convaincre ce petit homme de les laisser agir. Et dit comme ça, est-ce vraiment surprenant que quelqu'un comme Orban émerge, quelqu'un qui verrait les faiblesses évidentes d'un système de veto et en profiterait autant qu'il le peut? Orban pourrait passer dans l'opposition, mais tant que les structures qui l'ont maintenu existent, l'UE et l'OTAN resteront vulnérables. À un autre obstructionniste, à un autre dirigeant, qui utilise le mandat de son petit pays d'origine pour contrôler le destin de près d'un demi-milliard d'Européens. Avec Magyar, l'Europe a maintenant une chance peut-être unique de se réformer ou de mourir. Espérons simplement que les dirigeants de notre continent auront le courage de la saisir. Merci de votre attention.